Carlos Hernandez venait tout juste de rentrer chez lui après une nouvelle journée harassante remplie de réunions interminables. Il dénoua sa cravate avec un soupir, lança sa serviette sur le sofa et se dirigea vers la chambre de son fils unique. Pourtant, un détail inattendu l'arrêta net dans le couloir. Une mélodie douce et envoûtante émanait du petit rangement situé au bout de la maison. Puis, il l'aperçut à travers la porte légèrement entrebâillée. Sa employée de maison, Maria, était en pleine danse. Mais ce n'était pas une simple danse improvisée. Elle tenait les mains de son fils Lucas, et le jeune garçon, ce même garçon qui était cloué à un fauteuil roulant depuis plusieurs mois, se tenait debout, tentant de suivre les mouvements avec un sourire radieux illuminant son visage. Carlos sentit son cœur battre la chamade comme jamais auparavant. Que se passait-il donc ici, bon sang? Avant que cette histoire captivante ne se poursuive, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous redonnons vie aux souvenirs oubliés et aux voix qui n'ont jamais eu leur place, mais qui portent en elles la sagesse accumulée d'une existence entière. Carlos Hernandez n'était pas seulement un homme aisé, il était un milliardaire accompli, à la tête de l'une des plus imposantes sociétés de construction en Espagne, avec des bureaux implantés à Madrid, Barcelone et même jusqu'à Miami aux États-Unis. Tout ce qu'il entreprenait semblait se muer en succès retentissant, ou du moins, c'est l'image qu'il renvoyait au monde extérieur. Car en réalité, à l'intérieur de lui, Carlos était profondément brisé et tourmenté. La résidence où il habitait, nichée dans le quartier huppé de la Moraleja, comptait pas moins de 15 chambres spacieuses, une piscine aux dimensions olympiques, des jardins somptueux dignes des plus belles revues de décoration, et un garage regorgeant de voitures de luxe que la majorité des gens ne contemplent qu'à travers les écrans de cinéma. Cependant, rien de tout cet apparat n'avait plus la moindre valeur à ses yeux. Depuis que sa chère épouse Isabella avait tragiquement perdu la vie dans un accident de voiture il y a 2 ans, cette maison s'était métamorphosée en un mausolée lugubre, enveloppé de silence, de froid glacial et d'un vide abyssal. Et Lucas, son fils âgé de 12 ans, avait perdu bien davantage que sa mère adorée. Le jeune garçon avait subi une grave lésion à la moelle épinière lors de cet événement funeste. Les spécialistes médicaux affirmaient avec certitude qu'il ne remarcherait jamais de sa vie. Il se retrouva ainsi confiné dans un fauteuil roulant pour le restant de ses jours. Carlos avait alors recruté les kinésithérapeutes les plus renommés d'Europe entière. Il l'avait conduit dans des cliniques prestigieuses en Suisse et aux États-Unis. Il avait dépensé des sommes astronomiques sans compter, mais rien n'y faisait, aucun progrès notable n'apparaissait. Lucas s'était replié sur lui-même, enveloppé dans un cocon de tristesse, et Carlos, incapable de gérer la souffrance de son enfant, s'était immergé corps et âme dans son travail acharné. Il était bien plus simple de conclure des accords commerciaux que d'affronter le regard rempli de mélancolie de son garçon. Maria Sanchez, de son côté, ne possédait aucune richesse matérielle, ou plutôt, elle n'avait pas d'argent en abondance, mais elle détenait un trésor que bien des gens auraient jalousé avec envie. Une force intérieure qui paraissait inépuisable et inébranlable. Elle résidait à Valca, un quartier populaire et modeste de Madrid, dans un appartement exigu qu'elle partageait avec ses 2 enfants, Pablo, âgé de 15 ans, et Sofia, qui en avait 13. Son époux l'avait abandonnée lorsque Sofia n'était encore qu'un nourrisson, et depuis lors, Maria avait accompli l'impossible pour assurer la subsistance de sa petite famille. Elle avait jadis exercé en tant que kinésithérapeute qualifiée, titulaire d'un diplôme reconnu, compétente et passionnée par sa vocation. Mais quand son mari avait déserté le foyer et que les factures avaient commencé à s'empiler de manière alarmante, Maria avait réalisé la dure réalité. Elle avait un besoin urgent d'argent pour survivre. Et la kinésithérapie, au début de sa carrière, ne lui rapportait presque rien de substantiel. Alors, elle avait rangé son précieux diplôme au fond d'un tiroir poussiéreux. Elle s'était reconvertie en femme de ménage pour joindre les 2 bouts. Elle nettoyait des demeures le matin, préparait des repas l'après-midi et repassait des vêtements le soir. Tout cela dans le seul but que Pablo et Sofia puissent poursuivre leurs études, manger à leur faim et avoir une opportunité réelle d'améliorer leur existence future. Lorsqu'elle décrocha l'emploi au manoir des Hernandez, Maria crut que ce serait un poste comme tant d'autres, routinier et sans surprise. Mais au moment précis où elle posa les yeux sur Lucas pour la première fois, immobilisée dans ce fauteuil roulant avec un regard vide et éteint, quelque chose se brisa en elle, ou plutôt, s'éveilla profondément. Elle reconnaissait cette douleur intense, non pas celle de la paralysie physique, mais celle de l'âme blessée, ce sentiment oppressant d'être emprisonnée sans aucune échappatoire ni espoir à l'horizon. Et à cet instant décisif, Maria prit la résolution ferme de faire quelque chose pour aider ce jeune garçon. Au commencement, Maria se limitait à engager la conversation avec lui.
Elle lui posait des questions sur ses dessins préférés, sur les jeux qui le passionnaient autrefois. Le garçon répondait à peine, avec des murmures évasifs, jusqu'à ce jour fatidique où, en rangeant sa chambre, Maria se mit à lui narrer des anecdotes amusantes sur ses propres enfants. Comment Pablo était tombé de sa bicyclette en tentant d'impressionner une camarade de classe. Comment Sofia avait teint ses cheveux en rose vif et avait fini par ressembler à un flamant rose exotique. Lucas laissa alors échapper un petit rire timide et discret. C'était son tout premier sourire depuis des mois entiers. À compter de ce moment pivotal, Maria intégra progressivement de petits mouvements physiques dans les activités quotidiennes banales. « Lucas, pourrais-tu me passer ce livre là-bas ? Essaie d'attraper cette télécommande sur la table. Faisons un petit étirement rapide juste pour ne pas rester figé dans ce fauteuil. » Ces exercices étaient astucieusement camouflés en jeux innocents. Lucas ne s'en apercevait même pas consciemment. Mais Maria, elle, observait attentivement. Elle appliquait tout ce qu'elle avait appris durant ses études universitaires, avec une douceur infinie, sans aucune pression ni contrainte. Et le garçon commença à montrer des réactions positives. Ses muscles se réveillaient peu à peu, ses mouvements gagnaient en assurance et en fluidité, et une lueur d'espoir se rallumait dans ses yeux autrefois ternes. C'est précisément à cette période que Laura Ramirez fit irruption dans la vie de Carlos. Elle avait été embauchée en tant que directrice des opérations au sein de l'entreprise de construction. Mais dès le premier jour de son arrivée, il devint évident que ses ambitions dépassaient largement le cadre professionnel. Laura était élégante, dotée d'une intelligence vive et savait parfaitement quoi dire et à quel moment précis pour captiver. Elle s'approcha de Carlos sous le prétexte de rapports d'activité et de réunions stratégiques, mais rapidement, ils se mirent à dîner ensemble en dehors des heures de bureau. Elle devint sa confidente attentive, écoutant ses confidences les plus intimes. Carlos, isolé et assoiffé d'affection humaine, ne discerna pas la manipulation subtile. Mais Lucas, lui, l'aperçut immédiatement. Les enfants possèdent un instinct infaillible pour détecter la fausseté, et le garçon la détestait cordialement. Laura remarquait avec agacement la façon dont il observait Maria avec un mépris non dissimulé, la manière dont elle traitait le personnel domestique avec un dédain évident chaque fois que Carlos avait le dos tourné. Et surtout, Maria percevait la jalousie à peine voilée que Laura éprouvait envers le lien spécial qui unissait Carlos à son employé de maison. Laura n'était pas naïve, elle avait compris que Maria exerçait sur Lucas une influence profonde qu'elle ne pourrait jamais égaler, et pire encore, que Carlos avait commencé à noter les améliorations chez son fils et à regarder Maria avec une profonde gratitude. C'était une menace sérieuse. Laura devait intervenir sans tarder. Carlos l'avait effectivement remarqué. Et les médecins aussi partageaient cette observation. Le docteur Miguel, le kinésithérapeute qui suivait Lucas depuis plus d'une année entière, était intrigué au plus haut point. Cela défie toute logique, confia-t-il à Carlos après une session d'évaluation. Lucas présente des avancées que je ne parviens pas à expliquer rationnellement. Ses réflexes sont plus vifs, ses muscles plus robustes. Quelque chose a fondamentalement changé dans son état. C'est à ce moment-là que Laura sema la première graine du doute dans l'esprit de Carlos. « Carlos, as-tu noté tout le temps que cet employé de maison passe avec ton fils ? Ne trouves-tu pas cela suspect et inhabituel ? Connais-tu vraiment son passé et ses motivations ?» Sa voix était douce, teintée d'une sollicitude feinte, mais le venin était bel et bien instillé. Carlos, naturellement suspicieux après toutes les épreuves qu'il avait traversées, se mit à s'interroger sur l'identité réelle de Maria. Pourquoi se préoccupait-elle autant de Lucas ? Cachait-elle un agenda secret ? Il savait au fond de lui que ses soupçons étaient absurdes, mais le doute le rongeait insidieusement. Il prit alors une décision qu'il n'aurait jamais imaginée possible auparavant. Il fit installer des caméras de surveillance dissimulées dans toute la maison. Les premières images capturées faillirent lui causer un arrêt cardiaque. Il vit Maria conduire Lucas dans le rangement du fond de la maison. Il la vit transformer cet espace encombré de poussière en une sorte de clinique de fortune, équipée de tapis d'exercice, de bandes élastiques résistantes et de ballons thérapeutiques. Il l'observa appliquer des techniques professionnelles précises, des gestes experts et des exercices de rééducation ciblés. Carlos était abasourdi et sous le choc. Qui était donc cette femme mystérieuse ? Et pour la première fois depuis des années, le manoir semblait bourdonner de vie et d'énergie positive. Carlos observait de loin, déconcerté et admiratif. Comment cette humble employée de maison avait-elle réussi à élever des enfants aussi bien élevés, aimables et intelligents ? Comment parvenait-elle à leur offrir attention,
amour inconditionnel et stabilité émotionnelle, alors que lui, avec toute sa fortune colossale, peinait à croiser le regard de son propre fils. Mais Laura, elle, interprétait la situation sous un angle radicalement différent. Elle y voyait une opportunité à saisir pour consolider sa position. Ce même soir-là, elle affronta Carlos de front. « Tu l'as vu de tes propres yeux ?» Elle a introduit ses enfants dans ta résidence sans aucune autorisation préalable. Elle agit ici comme si l'endroit lui appartenait de droit. Et pire que tout, elle pratique de la kinésithérapie illégale sur ton fils. Elle ne possède pas de licence valide pour exercer. Si quelque chose tourne mal et qu'un incident survient, c'est toi qui seras tenu pour responsable. Elle pourrait mettre Lucas en danger réel. Le lundi matin suivant, Carlos convoqua Maria dans la bibliothèque spacieuse. La tension dans l'air était palpable et étouffante. Il se tenait debout, l'air grave, les bras croisés sur la poitrine. Et Maria comprit instantanément que quelque chose clochait sérieusement. « Maria, j'exige la vérité complète, déclara-t-il. Que fais-tu exactement avec mon fils ?» Sa voix était ferme, mais une tristesse profonde s'y insinuait subtilement. Maria inspira profondément pour se calmer. Elle savait que ce moment finirait par arriver, et elle choisit de ne pas mentir une seule seconde. « Monsieur Carlos, je suis kinésithérapeute de formation, ou du moins, je l'étais activement. J'ai obtenu mon diplôme il y a 15 ans, mais j'ai abandonné la profession lorsque mon mari m'a quitté. J'avais un besoin urgent d'argent pour subvenir aux besoins de mes enfants. Quand j'ai vu Lucas pour la première fois, j'ai perçu un garçon qui renonçait à la vie elle-même, et je ne pouvais pas rester les bras croisés sans intervenir. J'ai commencé à l'aider avec de petits exercices camouflés en jeux anodins. Je n'ai jamais eu l'intention de tromper quiconque. Je désirais simplement qu'il retrouve un soupçon d'espoir. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle soutint son regard sans flancher. « Je reconnais que j'ai commis une erreur. Je sais que j'aurais dû demander votre permission au préalable. Mais monsieur Carlos, observez votre fils attentivement. Il sourit à nouveau avec joie. Il fait des efforts, il nourrit de l'espoir. Je n'ai jamais voulu causer du tort, c'était uniquement motivé par l'amour. L'amour d'une mère protectrice, l'amour de quelqu'un qui a connu la souffrance et qui refuse de voir un autre enfant endurer la même chose. » Carlos sentit une boule d'émotion lui serrer la gorge douloureusement. Il s'apprêtait à répondre lorsque la porte s'ouvrit soudainement. Lucas entra, propulsant lui-même son fauteuil roulant avec une détermination farouche. « Papa, ne renvoie pas Maria, je t'en supplie point. » Et la voix du garçon était résolue, plus assurée que Carlos ne l'avait entendue depuis des années. « C'est la seule personne qui a vraiment cru en moi. Les médecins affirmaient que je ne remarcherais jamais. Toi aussi, tu l'as cru, papa, tu as baissé les bras. Mais elle, non. Maria m'a fait croire que c'était possible, et je le réalise maintenant. » Et alors, sous les yeux ébahis de Carlos, Lucas agrippa les accoudoirs de son fauteuil, s'appuya fermement sur ses jambes et se leva, tremblant mais déterminé. 10 secondes, 15, 20. Les larmes ruisselaient sur les joues de Carlos. Il s'effondra à genoux et étreignit son fils avec force. Les larmes ruisselaient sur les joues de Carlos. Il s'effondra à genoux et étreignit son fils avec force. Laura tenta un ultime stratagème désespéré. Elle se rendit chez le docteur Miguel avec les enregistrements en main, exigeant qu'il dénonce Maria auprès de l'ordre des kinésithérapeutes. Mais le médecin, après avoir visionné les vidéos attentivement, resta bouche bée d'admiration. « Ce n'est pas de la charlatanerie du tout, » affirma-t-il. « C'est du pur génie thérapeutique. Elle accomplit le type de travail que je devrais moi-même réaliser. S'il y a quelqu'un à remettre en question ici, c'est bien moi. » Miguel contacta ensuite Carlos et lui soumit une proposition innovante. « Rétablissons la licence professionnelle de Maria. Je la formerai aux techniques les plus avancées et modernes, et ensemble, nous élaborerons un protocole de traitement personnalisé pour Lucas qui pourrait transformer sa vie pour toujours. » 6 mois plus tard, Lucas parvenait déjà à faire quelques pas hésitants avec l'assistance d'un déambulateur. Carlos avait opéré un changement radical dans sa vie. Il allégea considérablement sa charge de travail, dîna chaque soir en compagnie de son fils, et pour la première fois depuis des années, il était pleinement présent et engagé. Mais il aspirait à aller encore plus loin dans cette transformation. Il observa Maria, le docteur Miguel, Lucas, et se dit « Si cela a été possible pour notre famille, pourquoi pas pour d'autres qui en ont besoin ?»
C'est ainsi que naquit la Fondation Espoir en Marche. Carlos investit des millions d'euros dans une institution dédiée à offrir gratuitement des séances de physiothérapie aux enfants en situation de handicap. Maria en devint la directrice clinique principale. Le docteur Miguel prit la tête de l'équipe médicale experte, et Lucas devint le symbole vivant et inspirant que l'espoir mérite toujours d'être cultivé. Je croyais que mon existence était terminée quand j'ai perdu ma mère et que mes jambes ont cessé de fonctionner normalement. Mais j'ai appris que parfois, la vie attend patiemment que la bonne personne entre en scène. Maria m'a enseigné qu'abandonner n'est jamais une option viable, et mon père m'a montré qu'il n'est jamais trop tard pour repartir du bon pied. Lucas, désormais âgé de 15 ans, était un volontaire actif et engagé. Il se rendait dans les hôpitaux, discutait avec des enfants récemment diagnostiqués et leur répétait invariablement le même message encourageant. N'abandonnez pas la lutte. Je sais que cela fait mal. Je sais que cela paraît impossible, mais j'ai moi-même cru que je ne remarcherais plus jamais. Et regardez-moi aujourd'hui, en train de progresser. Et Carlos comprit enfin la leçon profonde que la vie tentait de lui inculquer depuis le début. Le véritable trésor n'avait jamais résidé dans ses comptes bancaires, ni dans ses entreprises florissantes, ni dans ses voitures de luxe ostentatoires. Il se trouvait dans les mains calleuses d'une femme qui nettoyait les sols avec humilité, mais qui possédait un cœur capable de guérir bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Une histoire qui prouvait jour après jour que parfois, les plus grandes révolutions naissent des gestes les plus modestes, et que l'amour authentique ne connaît ni barrière insurmontable, ni distinction de classe sociale, ni limites imposées. Car au fond de nous, ce qui nous sauve vraiment n'est pas ce que nous accumulons, mais ce que nous offrons généreusement. Et ce que Maria a offert à cette famille dépassait largement la kinésithérapie. Elle leur a restitué la vie elle-même, l'espoir renouvelé et l'amour inconditionnel. Et vous, qu'avez-vous ressenti en écoutant cette histoire émouvante? Vous a-t-elle touché au plus profond de votre être? Vous êtes-vous senti inspiré ou ému par ce récit? Laissez un commentaire ci-dessous en nous indiquant de quelle ville vous venez et ce qui vous a le plus marqué dans cette narration. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Face à la vie, abonnez-vous dès à présent pour ne rater aucune des prochaines histoires qui vous feront renouer avec la foi en l'humanité.